Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Lavergne. Il est Investment Principal chez Consensus. Comment tu vas, Benjamin ? Ça va super, merci beaucoup Romain de me recevoir dans ton podcast. Il fait beau, il fait chaud, donc on est prêt à parler blockchain. Yes, carrément, je te confirme qu'il fait très très chaud. Écoute, en tout cas, je suis ravi de t'avoir avec moi sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je te propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours pro ? Alors moi, j'ai une formation relativement traditionnelle. J'ai fait une classe prépa, école de commerce. Ensuite, après, j'ai débuté ma carrière en conseil en stratégie digitale. L'idée derrière ça, c'était vraiment, je voulais monter ma boîte, je voulais être entrepreneur et je me suis dit que le conseil en stratégie digitale allait me permettre de faire ça, d'être autonome. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite j'ai fait le grand saut. Je me suis associé avec un ancien collègue. On a créé 2 activités. La première, on a décidé de digitaliser le secteur des visas touristiques et d'un autre côté, on voulait explorer des secteurs novateurs et notamment le marketing d'influence. Donc on a monté une boîte qui mettait en relation des influenceurs et des marques. À l'époque, c'était en 2015. Donc on était vraiment les tout premiers sur le marché, il y avait très très peu d'acteurs. Au bout de 4 ans, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a décidé de vendre la société de marketing d'influence à un concurrent. Je t'avoue que pour moi, ça a été une grande fierté de céder une activité, même si évidemment j'ai pas fait autant d'argent que si j'avais cédé Facebook, mais c'était vraiment un accomplissement important dont je suis super fier aujourd'hui. Donc après ça, c'était en 2017, j'ai fait un court passage à la maison du Bitcoin qui s'appelle aujourd'hui Coiners que les auditeurs doivent connaître. J'ai rejoint Google en sales et partnership pendant 3 ans. D'abord dans les équipes sales où j'ai travaillé avec les acteurs de la grande distribution alimentaire français comme Carrefour notamment qui avait un partenariat stratégique avec Google. Et ensuite je suis passé côté partenariat dans les équipes Google Pay qui s'appelle aujourd'hui Google Wallet où là la mission c'était d'onboarder en fait les e-commerçants français à la solution Google Pay, Google Wallet. Donc ça c'était jusqu'en 2022 et en fait je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que je passais la majorité de mon temps à faire de la DeFi DGen. Donc j'ai décidé qu'il était temps de revenir entre guillemets à mes premiers amours de la blockchain. Et donc j'ai rejoint Consensus en février 2022 et là ça fait 2 ans et demi que je suis chez Consensus. Ok, écoute, merci pour cette intro et puis effectivement bravo pour l'exit. Alors tu disais oui, j'ai pas touché autant d'argent que si j'avais fait la session de Facebook, mais bon, j'imagine que c'est toujours une fierté de faire un exit sur une société qu'on a créée de ses propres mains. Donc tu disais que avant de rejoindre Consensus, tu faisais de la DeFi des jeunes, etc. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de comment tu as rencontré le Web3 et comment tu t'es mis justement à devenir entre guillemets un dégène? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai toujours été passionné de nouvelles technologies assez jeune. Et en fait, en 2013, avec mon frère, on avait décidé de créer un blog sur un sujet technologique. 2 options en fait se présentaient à nous à l'époque, l'impression 3D et la blockchain. Et en fait, on a choisi l'impression 3D. Je dois t'avouer que je m'en mords un peu les doigts, mais en fait, ça nous a permis déjà d'écrire un livre sur le sujet. Qui a été vendu à plus de 2500 exemplaires, donc pas de regret à ce niveau-là, mais j'ai découvert brièvement la blockchain à ce moment-là, mais je l'ai vraiment touché du doigt, quoi. À cette époque-là aussi, je m'étais intéressé du coup évidemment à la technologie de la blockchain, et j'avais décidé de ne pas acheter de Bitcoin en 2013 parce que Mt. Gox venait de cesser ses activités, et en fait le custody était super difficile, Ledger je crois n'existait même pas, donc voilà, j'avais à peine touché la surface de ce qu'était la blockchain, de ce qu'était le Bitcoin à ce moment-là. Et en fait c'est beaucoup plus tard, en 2017, donc 4 ans plus tard, pendant mon aventure entrepreneuriale, j'étais aussi professeur dans des écoles de commerce et de communication sur les sujets de digital notamment. Et en fait, j'ai redécouvert le sujet via mes élèves qui, eux, avaient un peu l'aspect financier / spéculation de la blockchain, notamment du Bitcoin. Et donc, mon intérêt a recommencé purement sur un aspect spéculatif, avant très rapidement de devenir un intérêt sur l'aspect plus purement technologique
et sur le changement que peut procurer cette technologie sur notre vie quotidienne. Donc j'y suis revenu très rapidement, et voilà, depuis ça m'a plus vraiment quitté, et j'essaye de parfaire mes connaissances sans pour autant avoir la prétention d'en connaître ne serait-ce qu'1%. Ok, bah écoute, merci pour l'explication. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de Consensus et peut-être dans un premier temps pourquoi avoir choisi de rejoindre cette boîte en particulier qui est aujourd'hui un des gros acteurs dans le Web3? Ouais, tout à fait. Alors je dirais qu'il y a 4 raisons. La première, c'est en fait je voulais rejoindre une grande société technologique de l'écosystème blockchain. Consensus en était une, évidemment, c'était pas la seule, mais en était largement une. Consensus a un aura, je pense, un peu particulier du fait que notre CEO Joe Lubin est aussi cofondateur d'Ethereum. Donc c'est une des raisons qui fait que je trouve Consensus a une attractivité dans l'écosystème qui est particulière par rapport aux autres. La deuxième raison, c'est que derrière Consensus, il y a MetaMask, et en fait c'est une des marques les plus connues de l'écosystème, si ce n'est la plus connue. Et en fait, c'est un outil que j'utilisais au quotidien et que j'utilise toujours au quotidien énormément. Donc en fait, travailler dans la société qui édite MetaMask, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super intéressant. La troisième raison, c'est qu'en fait, historiquement, Consensus en France a une forte empreinte. Depuis 2016, il y a énormément d'employés français et aussi une entité légale française qui existe de Consensus. Moi, quand j'habitais à l'époque à Paris, dans le premier arrondissement, les locaux de Consensus étaient littéralement à 50 mètres de chez moi. Et donc, j'avais une sorte de fascination de cette société et de me dire il faut que je rejoigne cette société-là. Et le dernier point, c'est plus d'un point de vue RH, on va dire. En fait, Consensus pour moi aujourd'hui offre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que Consensus m'offre l'opportunité de bosser dans une société qui est leader dans l'écosystème blockchain, tout en étant full remote. Et ça, pour moi, ça me permet aujourd'hui de vivre à Bordeaux, qui était mon souhait depuis des années, et en même temps d'avoir un contrat français, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés qui sont full remote et dans l'écosystème blockchain. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes qu'aujourd'hui m'offre Consensus. Yes, écoute, ça paraît un choix en tout cas clair et qui a résonné de ta part. Du coup, alors tu nous as parlé de MetaMask et effectivement, je pense que c'est, on va dire, c'est le tool pour lequel Consensus est plus connu. Est-ce que tu pourrais nous présenter les grandes activités du coup de Consensus parce que voilà, il y en a plein d'autres. Il y a notamment le Layer 2 qui est en cours de construction qui s'appelle Linea, et puis voilà, il y a d'autres choses. Il y a Infura, etc. Exactement, ouais, je vois que tu connais déjà. Alors aujourd'hui, Consensus, c'est la principale société de logiciels blockchain Web3. À la base, en fait, Consensus a été créé en 2014 comme étant plutôt une sorte de startup studio, une sorte d'incubateur d'innovation de l'écosystème Ethereum. Donc il y a énormément de projets qui ont émergé de Consensus, mais Consensus a toujours été un peu à l'avant-garde de l'innovation, pionnière dans le développement technologique de l'écosystème blockchain. Aujourd'hui, en fait, le Consensus s'est regroupé autour d'une gamme de produits très ciblés. Donc tu l'as mentionné, il y a évidemment MetaMask, Infura, Linea qui est notre layer de ZK EVM, Diligence et un outil de NFT qui s'appelle Phosphor. Je vais rentrer un peu dans le détail très rapidement sur ces 4 produits pour expliquer un peu ce que c'est. Donc MetaMask, tout le monde, je pense, qui écoute ce podcast connaît ce qu'est MetaMask. C'est le portefeuille numérique autogéré et la passerelle Web3 la plus populaire au monde. Je pense qu'il y a des millions d'utilisateurs aujourd'hui qui font confiance à MetaMask pour acheter, stocker, envoyer, échanger leurs tokens. Donc en fait, l'objectif de MetaMask, c'est de fournir aux utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour gérer leur actif numérique et leur autorité numérique. Le deuxième logiciel dont tu as parlé, c'est Infura. C'est un ensemble d'API pour les développeurs qui leur permet d'accéder instantanément et d'une manière évolutive à toute une gamme de réseaux Layer 1 et Layer 2, notamment Ethereum, Arbitrum, Optimism, IPFS, etc., etc. Le troisième produit qui aujourd'hui a énormément le vent en poupe et pour lequel je travaille énormément, c'est Linea. Donc tu l'as dit, c'est un Layer 2 Ethereum ZK EVM qui aujourd'hui est à la pointe de la technologie et qui est aussi le leader des ZK Rollup en termes de TVL avec plus de 1 milliard à l'heure de l'enregistrement de ce podcast. Donc voilà, on a beaucoup d'ambition pour Linea et on pense qu'il y a énormément de potentiel, notamment sur la technologie de ZK Rollup. Diligence, tu l'as mentionné, je vais en toucher 2 mots super rapidement. C'est une équipe d'audit, mais qui a aussi des outils d'audit de sécurité. Donc voilà, on fait à la fois des audits manuels, mais aussi on fournit des outils, notamment Diligence Fuzzing, qui est une méthodologie d'audit de smart contract qui s'appelle le fuzzing. Donc voilà, on est entre le manuel et l'automatisé avec Diligence, super intéressant. Et le dernier bébé, on va dire, de Consensus, c'est un outil NFT qui s'appelle Phosphor
et qui permet aux organisations d'émettre et de gérer leur NFT on-chain. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation de Consensus. C'est vrai que ça permet de mieux connaître ce mastodonte du Web3. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que on parle un peu plus de toi et justement de ton rôle au sein de Consensus. Aujourd'hui, tu es investment principal. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au quotidien et ce que tu fais pour Consensus? Du coup, moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Corporate Development au sein de Consensus. Dans cette équipe, en fait, il y a 3 sous-activités. La première, c'est fusion-acquisition. On a fait l'acquisition récemment de WalletGuard et de SMG. Donc ça, c'est une partie de mon équipe qui gère ça. La deuxième partie, c'est la levée de fonds, donc toutes les levées de fonds qu'on peut faire pour capitaliser l'entreprise. Et la troisième partie, c'est la partie investissement stratégique, sur laquelle je me concentre à 95%, on va dire. Pour nous, en fait, les investissements stratégiques, c'est essentiel pour rester à la pointe de l'innovation, que ça soit à moyen ou long terme. Et en fait, faciliter des relations avec des entreprises qui ont des impacts potentiels sur notre business, notre activité, notre écosystème. C'est aussi, en fait, l'opportunité de valider justement des opportunités technologiques et commerciales dès le début de leur cycle de vie. Je donnerai un exemple un peu plus tard sur ça. Mais pour rester un peu macro, en fait, aujourd'hui, on se concentre sur 3 grands secteurs, on va dire, pour ce qui est de l'investissement stratégique. Le premier secteur, c'est sectorisé par produit. Le premier secteur, c'est MetaMask. Donc là, on va regarder énormément tout ce qui est sécurité, infrastructure de portefeuille, tout ce qui est key management, account abstraction, ce genre de choses-là. Staking, restaking, et aussi tout ce qui est multi-chain, cross-chain. Donc toutes les boîtes qui vont nous permettre en fait d'améliorer cette expérience-là dans MetaMask sont intéressantes d'un point de vue investissement pour nous. Le deuxième pilier, on va dire, c'est le pilier autour de Linea. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va investir dans la couche applicative et aussi dans l'infra, donc tout ce qui est middleware avec des oracles, des bridges, etc., qui vont nous permettre de construire et de développer l'écosystème. Et sur la couche applicative, on parle très généralement de tout ce qui est DeFi, gaming, SocialFi, etc. On n'a pas de thèse particulière, on veut juste investir dans des boîtes qui vont développer l'écosystème Linea, qui vont favoriser d'avoir plus de transactions, et de développer aussi des cas d'usage qui sont intéressants pour nos utilisateurs. Dans ce cadre-là, on a créé ce qu'on appelle la Linea Ecosystem Investment Alliance, qui est en fait un syndicat d'investisseurs, des VC Tier 1 blockchain, qui se rassemblent autour de Linea et des startups qui construisent sur Linea pour investir dans ces boîtes-là et aussi leur fournir du conseil. Le troisième pilier, c'est un pilier qu'on va appeler modularité. Mais qui concentre en fait toutes les opportunités qui sont en dehors de ces 2 premiers piliers-là. Et là, on a exploré dernièrement énormément l'écosystème du restaking avec tout ce qui est AVS, l'écosystème modulaire et en fait les L1, L2, EVM de nouvelle génération. Pour conclure, pour ce qui est du job en lui-même, en réalité c'est très similaire à une activité de VC avec un angle stratégique. Donc on parle d'identifier, d'évaluer de nouvelles opportunités d'investissement stratégique, effectuer les due diligence, structurer les accords et aussi ce qui est particulier à nous c'est la coordination avec les équipes business développement et les équipes produits pour s'assurer que les boîtes sur lesquelles on va investir vont effectivement nous apporter quelque chose au niveau produit et accélérer en fait l'environnement de Consensus. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation ultra détaillée, c'est hyper intéressant. Ce que je voulais te poser aussi maintenant, alors avec ton œil de VC, je pense qu'il y a 2 grosses activités dans ce que tu fais. Il y a notamment peut-être l'acquisition de sociétés en tant que telle, tu vois, t'en as cité une tout à l'heure, et puis il y a aussi finalement l'investissement dans des startups qui ont un intérêt stratégique pour vous. De ton point de vue, tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent le podcast et puis voilà qui sont sur des sujets de financement en ce moment. Si tu devais donner 2-3 conseils pour des entrepreneurs Web3, voilà, qui sont en mode early stage, j'imagine, tu vois, potentiellement sur un pré-seed ou seed, ce serait quoi finalement les quelques conseils que tu pourrais leur donner pour qu'ils réussissent leur phase de funding? C'est pas difficile d'y répondre, mais en réalité, il y a énormément de contenu sur Internet, donc j'aurais pas vraiment la prétention d'apporter quelque chose de nouveau sur ce sujet-là. En revanche, moi, il y a, je dirais, 3-4 choses sur lesquelles je suis particulièrement regardant quand il s'agit de parler à des entrepreneurs. La première chose, c'est l'équipe, en fait, et qu'est-ce qui fait que l'équipe est uniquement qualifiée pour le produit ou service qui est proposé. Donc, en fait, mettre en miroir son expérience passée, avec ce qui est en train d'être construit. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Pourquoi moi, pourquoi nous, pour ce projet-là? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus l'aspect marché et l'aspect marché et produit, qui vise à dire en fait quelles sont les tendances macro sur notre marché,
répondre à la question du pourquoi maintenant. Ce que les Américains appellent les tailwind ou le vent de dos, pour le faire en français, ce que je préfère. C'est en fait quelles sont les tendances de marché et quel est le vent dans le dos qui fait qu'aujourd'hui notre produit doit arriver maintenant et pas dans 3 ans. Et ça, je pense que l'exemple le plus frappant, c'est peut-être Facebook qui s'est lancé au bon moment. Versus son concurrent, je sais même plus comment il s'appelle, le concurrent de Facebook à l'époque, qui s'était créé 10 ans avant et qui a pas réussi parce que c'était pas le bon moment. Donc voilà, répondre à cette question du pourquoi maintenant. Le dernier pilier qui est très important, même en phase d'early stage, c'est les chiffres de traction. Et donc ça, la traction, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà, des chiffres de croissance, de coûts d'acquisition, de MRR, de ARR, de marge, de LTV, etc. Avoir des chiffres, en fait, qui montrent que l'entrepreneur déjà a de l'attraction avant de se présenter devant un VC. Le dernier point, c'est sur le processus de levée, et là, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, c'est d'essayer d'avoir au maximum des intros. Lorsque vous essayez de parler à des VC, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'intros plutôt que de contacter les VC en direct. Moi, je reçois énormément de demandes sur LinkedIn, via mail, etc. Et en fait, je réponds quasiment jamais, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui pique mon intérêt, mais c'est très rare. Et je réponds quasiment systématiquement quand c'est des intros, quelqu'un que je connais qui me présente à un entrepreneur. Ça veut pas dire que je vais investir dedans, mais au moins il y a la garantie d'avoir un premier call qui est là. Donc voilà, encore une fois, c'est un conseil un peu généraliste, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quelque chose qui est assez important au final. Bah, écoute, merci du partage. Et non, je pense pas que tu enfonces des portes ouvertes. Je pense que voilà, chaque VC a aussi son œil, a aussi des choses qui sont plus d'intérêt pour lui. Et donc non, je pense que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les sensibilités d'un investisseur là-dessus. Je sais que tu étais à EastCC début juillet à Bruxelles. Alors, ce que je te propose aussi, c'est peut-être que voilà, on sorte. Je sais, c'est peut-être pas évident à faire, mais de ta casquette, on va dire, de salarié de chez Consensus, pour peut-être se recentrer plus sur toi en tant qu'investisseur, que personne qui a un intérêt marqué pour le Web3. Si voilà, c'est quoi les quelques tendances ou technos qui te hype le plus en ce moment dans le Web3, voilà, celles que tu suis ou peut-être celles dans lesquelles tu investis à titre perso? En réalité, je vais pas quitter ma casquette Consensus parce que c'est assez authentique ce que je vais te répondre dans le cœur de la réponse. En préambule, je dirais peut-être que moi, ce qui m'excite énormément en ce moment, c'est tout ce qui se passe sur le restaking. Je trouve que c'est une fonctionnalité qui va faciliter beaucoup de choses pour beaucoup d'entrepreneurs et qui va permettre de se reposer sur Ethereum pour créer l'innovation. Et donc ça, je trouve ça extraordinaire. En revanche, c'est très tôt aujourd'hui dans le cycle avec des services qui sont construits, ce qu'on appelle les AVS, qui sont construits sur le restaking, qui sont très tôt, très techniques. Donc on n'est pas du tout dans la phase de next billion user avec le restaking. Donc moi, c'est quelque chose qui m'excite à titre personnel, mais que je trouve encore très tôt à considérer. En ce qui me concerne et qui concerne aussi Consensus, ce qui m'excite vraiment en fait aujourd'hui, c'est l'innovation sur les portefeuilles numériques et en fait l'accessibilité au Web3 par les portefeuilles, qui est un peu la porte d'entrée en fait. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a énormément de développements qui sont nécessaires pour faciliter l'accès au Web3. Je pense que tu le sais aussi bien que moi et je pense que les auditeurs le savent aussi bien que moi. Aujourd'hui, l'expérience, elle est quand même très compliquée de s'onboarder, d'avoir les seed phrases, de signer des transactions en permanence. Parfois, on comprend pas ce qu'on signe. Il y a énormément de hacks, etc. Donc là, il y a plein d'autres exemples de difficultés que les utilisateurs ont rencontrées. Donc ça, c'est un secteur qui pour moi est passionnant et doit s'améliorer. Il y a quelques innovations que j'ai en tête que je vais citer très rapidement ici. Bon, je l'ai mentionné rapidement, mais c'est améliorer la sécurité via tout ce qui est vérification biométrique, du multisig, l'intégration en fait dans les portefeuilles de la DeFi. Aujourd'hui, on a besoin d'augmenter la confiance des utilisateurs pour accéder à la DeFi, et donc les portefeuilles doivent intégrer cette expérience-là dans leur wallet. L'expérience utilisateur au sens large, et là je pense notamment à l'aspect mobile. De plus en plus, le trafic web aujourd'hui, c'est plus de 50% sur le mobile, donc je pense qu'on parlera de la même chose sur l'expérience blockchain. Donc en fait, l'expérience mobile doit s'améliorer. Aujourd'hui, elle est clairement pas au niveau. On doit améliorer l'expérience aussi, tout ce qui est multi-chain, multi-asset, et donc ça passe par mieux bridger ou en fait carrément ne plus avoir la sensation qu'on bridge, qu'on est sur telle ou telle chain, qu'on utilise tel ou tel asset. Ça doit être complètement transparent pour l'utilisateur. La récupération, ce qu'on appelle la récupération, mais c'est tout ce qui est social recovery, doit être mieux faite. Donc la capacité de récupérer son mot de passe, par exemple, via un Google Connect ou via un Twitter, etc. Ça doit s'améliorer. Et en fait, aujourd'hui, à l'ère de l'IA,
intégrer aussi l'IA dans les portefeuilles me semble nécessaire pour tout ce qui est recommandations d'investissement, mieux gérer ses assets. Peut-être pour conclure sur ce sujet-là, à cet égard, on a lancé en fait à ITCC justement un outil qui s'appelle le MetaMask Delegation Toolkit, qui est en fait une librairie de smart contracts avec des fonctionnalités de délégation assez avancées. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet aux développeurs d'embarquer les utilisateurs sur leurs applications via une expérience fluide et des fonctionnalités poussées de délégation, c'est-à-dire des permissions qui sont données à l'application pour l'utilisateur pour faire par exemple des microtransactions sans avoir à signer plusieurs fois. Je pense notamment là aux gamers, des paiements récurrents, du gas fees qui est sponsorisé par l'application, etc., etc. Donc on y arrive. C'était une longue réponse. On y arrive, mais on n'y est pas encore. Yes, bah écoute, c'est une longue réponse, mais tu nous as donné beaucoup de pistes intéressantes, donc merci pour le partage. Et du coup, alors, on arrive déjà à la dernière question de l'épisode, ça passe trop vite comme à chaque fois, mais alors, elle est jamais facile à répondre cette question, mais si tu devais dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans, je pense que tu as donné déjà les contours dans ta réponse précédente, mais voilà, feuille blanche, un crayon, qu'est-ce que tu aurais envie de dessiner sur cette feuille? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question de conclusion aussi. Pour cette réponse, j'ai essayé de partir d'une citation qui est une citation d'Arthur Clarke qui dit que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ici? Ça veut dire que, en fait, pour moi, la blockchain doit être une sous-couche technologique qui va favoriser l'émergence de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux cas d'usage dans les industries traditionnelles que l'on connaît aujourd'hui, je sais pas, la culture, les services financiers par exemple. Mais en fait, ces fonctionnalités et cas d'usage qui seront permis par la blockchain devront être totalement transparentes en termes d'expérience pour l'utilisateur final. Ça pour moi c'est vraiment l'essentiel. Et donc c'est pour ça que je vois pas vraiment de Web3, je vois plus des services, un Internet qui aura des fonctionnalités blockchain. Ce que je pense vraiment, c'est que cette technologie va favoriser l'émergence d'un nouvel Internet, qu'on pourra appeler Web3 si on veut, mais c'est un Internet qui sera plus ouvert, plus distribué, plus éthique. Si je dois donner quelques chiffres, en fait, c'est aujourd'hui, il y a 1% des réseaux sociaux qui représentent 95% du trafic sur les réseaux sociaux, 1% des moteurs de recherche qui représentent 95% des recherches totales, et 1% des sites e-commerce qui représentent 57% du trafic e-commerce. Je pense que quand j'ai dit ça, en fait, on a clairement déjà identifié les acteurs dont je parle. Et donc, pour moi, la blockchain a un potentiel de transformation absolument incroyable sur le web d'aujourd'hui, en revenant en fait à l'éthos originel du web qui était construit autour de réseaux de protocoles et pas de réseaux d'entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui, évidemment, avec Google, Facebook et Amazon, etc. Donc, le deuxième point aussi que je voulais aborder pour conclure là-dessus, c'est que en fait, en partant du principe que la blockchain est à l'échange de valeur ce qu'a été l'Internet pour l'échange d'informations, le champ des possibles, en fait, est super large, en considérant que la valeur n'est pas seulement de l'argent, de la monnaie fiat, etc., mais aussi, par exemple, mon identité sur le web, des actifs qui vont être tokenisés, etc. Donc, un nouvel Internet plus ouvert, plus distribué, plus éthique, qui permet d'échanger de la valeur facilement, et dans laquelle la blockchain, en fait, au final, n'est qu'un moyen, et non pas une fin, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec tout ce qu'on voit autour des meme coins, etc. Donc je suis très très positif pour les 10 années à venir. Le chemin est long, mais je suis extrêmement positif. Bah écoute, merci beaucoup pour le partage, c'était hyper clair, mais ouais, effectivement les chiffres parlent d'eux-mêmes et yes, en tout cas, moi j'adhère plutôt pas mal à cette vision et j'espère que c'est celle-ci qui se réalisera. Mais écoute, il me reste à te remercier en tout cas pour ton passage dans le podcast. Je pense que tu as apporté beaucoup de choses, ça permettra de mieux connaître Consensus, de mieux connaître aussi ce que tu fais, de mieux connaître certains métiers du Web3 qui sont pas forcément les plus connus, peut-être les métiers sur l'investment, mais qui sont aussi partie intégrante de l'écosystème. Et écoute, je te souhaite bonne continuation pour la suite. Tu as déjà une jolie carrière et je pense que elle va continuer de monter en puissance. Et puis je te laisse le petit mot de la fin si tu veux conclure, dire un petit mot aux auditeurs. Voilà, je t'en prie. Ouais, merci beaucoup Romain de m'avoir reçu et merci surtout de m'avoir invité dans ce podcast. Tes invités de marque qui ont été invités dans le podcast précédemment témoignent de la qualité de tes auditeurs et de ton podcast. Donc, je continuerai à suivre le podcast évidemment avec plaisir. Et puis il me reste à te souhaiter une belle fin d'été, une belle rentrée. Yes, merci beaucoup Benjamin. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci pour le petit mot sympa à la fin. Et puis écoute, on mettra les liens vers tout ce que tu as pu citer dans le podcast, dans le descriptif. Ça fait pas mal de choses. Et puis écoute, passe aussi une belle fin d'été, une belle rentrée. Et je te dis à très vite. Salut. Avec plaisir. Merci beaucoup Romain. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.